Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. C'est la rentrée. On reprend nos webinars. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu prendre des vacances et en profiter, récupérer un peu de cette drôle d'année, de ce drôle début d'année qui a été étrange pour le moins, compliqué, parfois un peu pourri pour certains. On l'a vu, hein, quand même, le marché a certaines anciennes ont pas mal souffert. Et donc, on espère que cette fin d'année va bien se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et c'est ça dont on veut vous parler aujourd'hui chez Captain Wallet. Comment bien gérer cette fin d'année, comment bien gérer tous les temps forts marketing qui vont arriver. Donc, avec l'équipe, on a préparé quelques slides qui dresse un petit peu le contexte et puis surtout après, comme d'habitude, des cas d'usage super concrets sur qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais donc partager mon écran avec pour illustrer un petit peu mon propos. Et puis bah voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Vous allez trouver des réponses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions donc il y a un onglet hein, qui est réservé pour ça, pour les questions. Je vais pas répondre au fil de l'eau, je répondrai à la fin. On peut 20 à 30 minutes, avoir 20 à 30, plutôt une vingtaine de minutes de réponse aux questions. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions. Le constat sur ce début d'année, hein, c'est la conséquence un peu de ce début d'année, hein, c'est que ça se répercute un peu sur les soldes. Moins 30% de chiffre d'affaires au global, c'est quand même assez massif, assez conséquent. Hein, là, on parle vraiment offline-online, moins 30% dur, pur et dur, de chiffre d'affaires en moins au global. 79% des commerçants parisiens qui sont ben ouais, très déçus. Donc, on a la stat sur les commerçants parisiens. C'est probablement assez représentatif de ce qui peut se passer dans le reste de la France. Évidemment, à Paris, ils sont peut-être encore plus impactés par la chute du tourisme. Mais globalement, je pense que c'est un sentiment que tout le monde peut connaître. Et puis, on voit un budget qui est plutôt stagnant, 200 euros par personne. Ça fait 4 ans que ça a augmenté. Là, on est resté sur un budget stable. Et puis, bon, évidemment, ça, on l'a vu, je pense tous, chacun sur nos marques, sur nos sites, etc. 25% en plus de transactions via l'online, dont 63% sur mobile. Ça, c'est vraiment le mobile hein, qui n'arrête pas sa courbe de croissance en termes de trafic, d'engagement. Et c'est beaucoup de ça dont on va parler. Hein. Maintenant, certains d'entre vous me connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer un petit peu d'où on vient et ce qu'on fait, évidemment. Et nous, on va focaliser beaucoup sur la capacité pour vous, en tant que marque, à pouvoir engager vos clients, émerger un petit peu de tout ce maelstrom d'offres et d'interactions que les marques essaient d'avoir avec leurs clients, notamment dû à ce contexte-là. Un contexte donc qui va arriver, le Black Friday, c'est pas demain, mais presque, hein, c'est fin novembre, le 24 novembre, je crois. Et en fait, le Black Friday, il commence, hein, il entame un enchaînement après de temps forts en marketing qui sont tous hyper importants. Black Friday, vente privée, les ventes de Noël évidemment, les soldes, et puis je pousse même jusqu'à la période un peu Saint-Valentin. Il y a beaucoup de marques qui arrivent à tirer leur épingle du jeu là-dessus et qui arrivent à prendre ce temps fort pour en faire quelque chose, un événement marketing pour eux et générer du trafic. Donc cette espèce de période des 6 mois qui vont arriver, qui vont commencer, enfin ça commence un peu maintenant avec la rentrée, on va commencer à avoir un peu, j'espère, des stats sur quel est le dynamisme de cette rentrée. Est-ce que on repart sur quelque chose de plus normal ou est-ce que ça reste encore un peu mou? Mais quoi qu'il en soit, toutes ces événements, tous ces temps forts marketing de fin d'année, ils sont absolument centraux, ils sont cruciaux, particulièrement cette année pour la raison qu'on vient de voir. Et on voit hein, les autres années, même sans un contexte difficile, le nombre de paiements en CB, rien que pour le Black Friday, c'est 56 millions de paiements. C'est un budget par personne de 239 euros, 6 milliards d'euros de dépenses totales en 2019. Et c'est intéressant quand même de voir ces chiffres qui sont absolument sont très importants pour finalement un événement qui n'est pas du tout une tradition, qui est quelque chose de relativement récent en France, mais qui a pris très fortement
pas qu'en France d'ailleurs, partout en Europe, qui était une tradition plutôt, il me semble, anglo-saxonne, américaine, je crois, à l'origine. Et voilà, la France s'est vraiment adaptée à cet événement qui devient absolument crucial. Et c'est hyper important d'être prêt pour ce moment-là. Et pour être prêt pour ce moment-là, il faut vraiment être en capacité de travailler en amont. C'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, notamment sur le canal qu'on veut mettre en avant et qui marche hyper bien. Ça fait 7 ans qu'on fait ça. 7 ans qu'on voit qu'on a des chiffres qui sont extrêmement intéressants sur cette période du Black Friday et de fin d'année. Le contexte, vous le connaissez aussi, peut-être que vous l'avez tous vécu avec vos marques ou vous-même, même s'il faut jamais faire d'auto-marketing. Ça, c'est vraiment le truc à éviter. Mais bon, fondamentalement, parfois, on peut pas s'empêcher de le faire, mais on a tous un peu, je pense, ressenti l'augmentation assez importante d'emails promotionnels, de SMS. On a tous notre boîte mail qu'on regarde jamais, sur lesquelles on fait aller tous ces emails-là, etc. Et la saturation des canaux traditionnels, elle est vraiment encore plus forte depuis le post-confinement, où ça a repris un effet de rebond levier post-confinement qui a incité énormément les marques à reprendre la parole avec leurs clients, ce qui est tout à fait logique et normal. Et donc la nécessité d'essayer d'émerger dans ce contexte qui est compliqué, avec des canaux qui sont plutôt bouchés, enfin pas bouchés, mais au contraire débouchés, mais un peu trop, dans le sens où on reçoit un peu trop de communication. Voilà, c'est dans ce contexte-là, la capacité à trouver le bon canal. Et puis, un autre phénomène qui est assez important aussi, qui était déjà assez quand même présent, mais le confinement, la Covid a été un accélérateur, et tout ce qu'on vit aujourd'hui entre les gestes barrières, etc., la sensibilisation digitale, sans contact, avec donc, après, hein, qui a des formes très concrètes dans les différentes initiatives que les marques peuvent prendre, le ship from store, le click and collect, etc. Où là, vraiment, on sent qu'il y a une vraie évolution très, très nette, très, très claire des habitudes, des usages des clients, et donc une adaptation des marques à cette nouvelle façon de consommer. Le mobile est toujours hyper présent. Ces stats, ça fait un an et demi que je les présente. J'attends un baromètre toujours assez précis sur ces usages, mais évidemment, le mobile est toujours le cœur de l'interaction. Il a dépassé tous les écrans. Maintenant, voilà, ça fait quelques années. On le déverrouille 220 fois par jour. On touche 2100 fois par jour son téléphone en moyenne. On fait défiler 930 mètres avec son petit pouce tous les jours. Et le temps passé en cumulé par an sur un téléphone, chez un Français, c'est 26 jours par an. Ça avait augmenté pendant le confinement assez nettement. C'était, je crois, 1h30 par jour. Ça correspondait donc du coup à 33 jours par an sur le téléphone en cumulé, si on prenait les stats vraiment du confinement. Donc voilà, c'est vraiment une extension de nous-mêmes. On le sait tous. Hein, on est un être augmenté avec notre téléphone portable, et c'est un écran qu'il faut savoir maîtriser, et c'est ce que on constate et ce qu'on dit depuis maintenant de nombreuses années. Il y a une courbe qui va vers le haut, c'est-à-dire vraiment un trafic très important sur le mobile, mais une difficulté de plus en plus aussi importante, paradoxale, donc la courbe qui va vers le bas, pour les marques d'aller engager son client sur le mobile. Donc il y a plein de canaux, on les a vus, hein, les canaux entre guillemets traditionnels, hein, l'email, le SMS, l'application, etc., qui ont tous avantages et inconvénients, mais qui n'arrivent pas vraiment à faire le pas sur mobile, à être vraiment un outil purement mobile, et qui permet à vos clients d'avoir un engagement qui soit beaucoup plus poussé avec la marque. Pas forcément un engagement via le mobile, hein. Finalement, on s'en fiche de savoir comment il interagit avec la marque tant qu'il interagit avec vous. Il faut être agnostique là-dessus. Il faut proposer le plus de canaux possible. Il faut laisser le choix au client. Ça, c'est le mantra absolu. Il ne faut pas absolument privilégier l'app par rapport à un autre canal, ou l'email par rapport à un autre canal, ou le SMS par un autre canal. Il faut un peu tout essayer. Le mobile, c'est un mix marketing en soi. Il y a eu une mix marketing avant, c'était télé, radio, papier, etc. Le mobile en lui-même fait partie de ce plus grand mix, mais à l'intérieur du mobile, il y a un mix marketing à bien monitorer, à bien comprendre. Et ça, le marché a un peu eu du temps et du mal à le comprendre, mais on observe quand même depuis un an et demi une maturité plus importante sur le sujet, donc cette nécessité d'aller chercher des canaux différents. C'est ce qu'on propose. Ça fait très rapidement, hein, ça fait 7 ans donc que notre entreprise existe. Évidemment, on est le pionnier sur Web, on était les premiers à le faire en Europe, à le développer, etc. On est leader sur le marché aujourd'hui en Europe. Mais on n'a pas fait que ça. On a beaucoup travaillé avec d'autres marques dans le domaine du retail. Par exemple, avec McDo, on a
c'est nous qui opérons leur programme de fidélité toujours. Hein, c'était un de nos premiers jobs au début. On a toujours travaillé sur ces problématiques de drive to store, de génération de trafic, particulièrement via le mobile parce que c'est notre ADN. Mais depuis 7 ans, voilà, on observe cette période de fin d'année qui est vraiment absolument centrale, encore plus cette année, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme vous le savez tous, évidemment. Et on a envie d'appuyer là-dessus, on a envie de proposer un peu une nouvelle approche avec notre wallet, avec ce que donc on propose, un peu une approche qui vous permet d'avoir accès à cette solution beaucoup plus simplement, sans setup, de pouvoir y accéder et y faire accéder vos clients de façon plus simple, pouvoir avoir sur cette fin d'année qui est très, très propice au développement au développement de cette technologie, au développement de ce canal surtout, pouvoir vous permettre donc de dérouler quelque chose dessus et de l'évaluer en fait très concrètement. Petit rappel sur la façon dont ça marche. Donc il y a le mot wallet. Le mot wallet est assez large. Nous, on utilise des wallets natifs, hein, c'est-à-dire les wallets qui sont édités par ceux qui gèrent les téléphones, donc à savoir Apple d'un côté sur les téléphones iOS, donc sur les iPhones, et Google de l'autre côté, donc sur la partie Android. Ces deux géants qui gèrent en fait 100% des mobiles dans le monde ont édité chacun de leur côté, donc chacun sur leur système d'opération, des wallets, c'est-à-dire des applications qui permettent deux choses. La première, c'est de dématérialiser sa carte de paiement pour pouvoir payer en sans contact partout, paiement sans contact, sans limite de paiement, parce que le téléphone est devenu un espace tellement sécurisé avec le Face ID, le Touch ID, même le code. Hein. On se souvient tous des histoires du FBI durant un attentat qui avait eu lieu en Californie, qui avait retrouvé l'iPhone du terroriste et qui avait jamais pu le déloquer, qui avait demandé la collaboration d'Apple, mais Apple voulait pas, sinon ça voulait dire que c'était une backdoor dans leur logiciel, enfin, etc. Donc on sait que le téléphone est devenu un espace tellement sécurisé, tellement privé, tellement intime, que donc le paiement devient de plus en plus mobile. Ça fait des années qu'on vous annonce un raz-de-marée soudain du paiement mobile. En fait, non, c'est plus lent. C'est plus lent. Par contre, ça reste très certain comme mouvement. C'est-à-dire que tous les ans, ça augmente. Alors, ça n'augmente pas de 15-20%. Hein. Apple, dans les chiffres qu'ils publient sur Apple Pay, c'est des augmentations de volume de paiement qui sont x2, x3. On est déjà en plusieurs dizaines de milliards de transactions via Apple Pay dans le monde entier. Donc, voilà, ça reste un phénomène qui est très lourd et qui va arriver petit à petit et qui a été même assez fortement accéléré avec donc ce contexte de confinement et ce contexte de Covid, de sans contact. Donc, deux features sur le wallet, la partie paiement, dématérialisation du paiement et pouvoir dérouler et pouvoir payer en sans contact, sans limite de paiement, et la partie plutôt contenu, on va dire, donc qui est la deuxième partie du wallet et qui est la partie sur laquelle nous, on agit en tant que Captain Wallet et qui permet à chaque marque de pouvoir générer un contenu dans le wallet. Donc, le wallet étant une appli qui est préinstallée sur iPhone, c'est-à-dire que vous achetez un iPhone, l'appli est déjà préinstallée, vous ne pouvez d'ailleurs même pas la supprimer, c'est un élément essentiel dans le téléphone chez Apple. Donc, ça veut dire qu'il y a 900 millions d'iPhone dans le monde aujourd'hui actif, il y a 900 millions de wallets. Okay. Sur Android, la logique est un peu différente, quoi qu'elle est en train de changer. Jusqu'à il y a peu, il fallait télécharger une application qui s'appelle donc Google Pay pour avoir accès à ces éléments. C'est une application qui est gérée par Google, hein, qui est éditée par Google. Cette application aujourd'hui va devenir native aussi sur Android. Petit à petit, Android va mettre en place un peu la même mécanique et va installer le wallet en fait au cœur du système Android et avoir cette même capacité à être directement sur mobile. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'appli à faire télécharger au client. S'il y en a une, la friction est très légère et c'est ça qui est important, c'est pour avoir une interaction avec le téléphone de quelqu'un aujourd'hui, il faut qu'il n'y ait pas de friction ou le moins possible. Et les wallets répondent à cette exigence qu'on voit avec des applications, avec d'autres canaux où c'est très compliqué d'être sur le mobile. Et une fois qu'une marque fait télécharger un contenu dans le wallet, donc ça peut être une carte de fidélité, une offre, on va le voir après, il y a beaucoup de use cases possibles. Une fois que
la marque a accédé en fait au wallet de son client, eh bien, elle peut générer et mettre à jour le contenu qu'il y a sur ce pass à volonté. Elle peut envoyer des push notifications pour l'alerter sur un sujet ou un autre. Hein. C'est pas forcément des sujets uniquement promotionnels, ça peut être des sujets purement serviciels. Pendant le confinement, on a véhiculé beaucoup de notifications qui avaient des messages vraiment purement serviciels. On est ouvert ce dimanche, venez plutôt tel jour, il y a moins de monde, il y a moins de queue, parce qu'à cette époque du confinement, il fallait faire la queue, notamment devant les supermarchés, etc., etc. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus qu'un portefeuille virtuel, enfin dématérialisé, c'est un canal relationnel. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait télécharger un pass, quelque chose qui représente votre marque dans le wallet, vous pouvez l'utiliser à volonté, changer le contenu à volonté et envoyer des notifications. C'est pour ça qu'on est vraiment sur une mécanique, sur la façon dont il faut l'envisager. C'est un canal relationnel que vous pouvez activer sur mobile de vos clients. Et un canal qui permet de relayer n'importe quel type de cas d'usage. Très souvent, le wallet, il est envisagé pour les billets d'avion, les billets de train. On a tous été exposés à ça depuis plusieurs années. On peut sauvegarder son billet d'avion, son ticket de train ou billet de train dans le wallet. C'est effectivement quelque chose qu'on peut faire et qui est intéressant. Et puis, nous, on l'a en fait développé sur toute une série de cas d'usage. Ce qui vient le premier en tête, c'est la carte de fidélité, cette espèce de bout de plastique ou de carton qu'on n'a jamais sur soi. Ben voilà, simplement maintenant, elle est dans le mobile. Et non seulement ça rend service au client parce que au consommateur parce que il l'a enfin sur lui quand il faut. Ça rend service à la société parce que et à nous tous parce que bah, on n'a plus besoin de plastique et de papier pour ce genre de choses. Et puis ça rend service à la marque parce que bah, une fois qu'elle a fait dématérialiser la carte dans le mobile, elle est en capacité de pouvoir contacter son client de façon hyper simple pour lui pousser des informations qui lui sont propres, qui sont personnalisées directement sur son mobile. Et on va voir, vous verrez après les stats, je les montre juste après, qui sont intéressantes là-dessus. Mais carte de fidélité évidemment, mais par exemple, on a développé dernièrement un use case de carte de dématérialisation des cartes de tiers payants. Pareil, bout de plastique qu'on n'a jamais sur soi, qu'il faut renouveler tous les ans, qu'on reçoit par courrier, etc. Bah, pourquoi pas la mettre dans le wallet aussi et ça rend les mêmes avantages à la fois pour les consommateurs, pour la planète, pour la nature et aussi pour la marque qui a un point d'attache dans le mobile. Mais on peut imaginer aussi évidemment la dématérialisation de tout un tas d'autres choses, les offres, les coupons, les bons de click and collect que je dois montrer pour récupérer mon colis, etc., etc. On a beaucoup de use cases très variés. Si nous, on existe depuis 7 ans et qu'on a accéléré et qu'on fait maintenant que du wallet à 100% et tout, c'est parce qu'on a des stats qui sont hyper intéressantes pour nos clients. On a une centaine de clients aujourd'hui. On travaille dans 180 pays. Et on itère des statistiques qui sont extrêmement fortes et qui montrent que ce canal, il a la valeur énormément pour l'augmentation du panier moyen. En général, c'est une augmentation du panier moyen qui est autour de 15%. Donc, c'est une moyenne par rapport à tous nos clients. On a des clients dans plein de secteurs. C'est aussi une augmentation de plus de 20% sur la récurrence d'achat. Vraiment le canal qui est au cœur du mobile, qui permet via l'identification de rappeler de façon légère, régulièrement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est la répétition qui marche. Qui permet donc de générer cette récurrence supplémentaire. Et puis, au bout d'un an, quand même, on va chercher sur votre base de données, on va walletiser votre base de données. Et dès la première année, on a la capacité d'aller chercher 15% de la base de données et de la mettre sur le wallet. Donc, quand on multiplie un petit peu tous ces chiffres-là, la récurrence d'achat, l'augmentation de récurrence, la récurrence d'achat, l'augmentation du panier moyen et le volume, quand on multiplie tous ces chiffres, ben, en fait, on arrive à un impact fort sur le chiffre d'affaires. Donc le wallet, c'est pas simplement un truc qui est sympa, une UX qui est cool ou ce qu'on veut. C'est surtout un vecteur de chiffre d'affaires. Et c'est ça dont on parle. Et c'est ça qui est important pour cette fin d'année qui arrive, c'est de générer du chiffre d'affaires et de rester direct, de rester simple dans son choix de technologie de solution. Il y en a énormément sur le marché. On est totalement, évidemment, conscient de ça. Mais en fait, fondamentalement, pour réussir sur cette fin d'année, il n'y a pas 36 solutions. Il faut émerger. Il faut être présent vis-à-vis de vos clients. Il faut les inciter et leur faire comprendre que aller chez vous, c'est le meilleur deal qu'ils peuvent avoir. Et ça, je suis sûr que sur le contenu, vous êtes tous hyper forts pour le faire. Le problème, c'est que la plupart des marques sont incapables de le délivrer de façon efficace à leurs clients.
pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, c'est que soit personne n'a téléchargé leur app, soit personne ne va lire leur mail, soit les SMS, ils ont certes beaucoup d'impact à la lecture au début, mais en fait, ils ont très très peu de rétention par la suite. D'où cet intérêt du wallet qui coche un peu toutes ces cases, qui permet d'être dans le mobile, d'être extrêmement visible et de pouvoir répéter le message pour inciter justement, c'est ça qui fait que ces stats sont bonnes, inciter du coup à aller voir votre marque plutôt qu'une autre. La suite de la présentation, ça va être que des cas d'usage, mais elle va être divisée en deux et c'est hyper important que vous le compreniez. La première partie des cas d'usage que je vais montrer, c'est ce que vous pouvez faire avec le wallet. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un a une carte dans son wallet, OK, qu'est-ce que je peux faire? Il y a beaucoup de cas d'usage. Là, je vous en montrer quelques-uns et qui sont particulièrement axés sur Black Friday. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que vous êtes rentré dans un téléphone via le wallet pour le Black Friday, vous pouvez réutiliser ce que vous avez utilisé, ce que vous avez fait télécharger pour le Black Friday, vous pouvez le réutiliser pour toutes les séquences qu'il y a derrière. Donc, les ventes privées, les ventes de Noël, les soldes, la Saint-Valentin, puis évidemment encore plus après. Mais là, ce qu'on aimerait bien, c'est vraiment se concentrer sur les 6 mois qui vont arriver, voire même les 4 mois qui vont arriver, qui sont absolument essentiels et pour lesquels on propose une nouvelle approche. Donc, je peux parler après en direct avec les personnes ou d'autres sales chez nous et qui permet d'avoir une approche où il n'y a pas de setup, donc c'est hyper léger d'un point de vue technique et humain pour la marque. On permet en fait d'avoir un accès au téléphone de vos clients pour du coup dérouler via le wallet les offres qui vont être absolument cruciales pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut faire donc avec le wallet? Tout d'abord, si vous avez un programme de fidélité, évidemment, vous pouvez faire dématérialiser votre programme de fidélité sur wallet. Ça, c'est vraiment le cas d'usage le plus évident, le plus simple. D'ailleurs, on a un peu souffert entre guillemets de cette image-là où on a beaucoup de marques qui nous vendent en disant bah ouais, mais j'ai pas de programme de feed, donc je suis pas éligible au wallet. Pas du tout. Dès que tu es une marque et que tu as du contenu, tu es éligible au wallet. C'est un canal comme un autre. Il a un format particulier qui est sous forme donc, de ce que vous pouvez voir, de ce qu'on appelle nous un pass, hein, c'est le terme générique, donc comme une carte si vous voulez. Mais en fait, cette carte, on peut mettre le contenu qu'on veut dessus. Donc, on avait 90% de nos use cases qui étaient vraiment focalisés sur la fidélité jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans. Et puis maintenant, c'est plutôt 50-50, 50% purement dématérialisation carte de fidélité, comme vous pouvez voir avec Intersport ici, et 50% plein d'autres cas d'usage, que ce soit de la dématérialisation d'offres, de coupons, de click and collect, d'invitations, ce qu'on veut. L'intérêt, l'idée, c'est qu'est-ce que je peux mettre dans le téléphone de mon client qui va l'intéresser. Donc là, une carte de fidélité à l'image d'Intersport. Intersport fait télécharger sa carte de fidélité. C'est notre numéro 1, numéro 2 en termes de volume chez Captain Wallet. Ça carbure bien, on est sur plusieurs centaines de milliers de cartes et il utilise sa carte de fidélité qu'il a fait dématérialiser dans le wallet pour véhiculer ses offres et en particulier, en l'occurrence, l'offre de Black Friday. Donc, ça veut dire que la carte a été téléchargée en wallet et c'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie, c'est comment je fais accéder mon client au wallet, l'autre façon de le dire, c'est comment moi, en tant que marque, je vais pouvoir faire générer une carte à mon client dans le wallet. Ça, c'est la deuxième partie, je vais vous montrer comment on fait. Là, on parle du principe, je suis dans le wallet, mon client a la carte de fidélité dématérialisée et donc depuis cette carte de fidélité, le fait d'avoir cette présence dans le wallet, je peux dérouler ce que vous voyez sur le deuxième écran, une notification qui va mettre à jour cette carte de fidélité avec l'offre du moment, en l'occurrence le Black Friday. Mais comme on peut le faire une fois avec la notification, en fait, ce qui se passe et ce qu'on aurait pu mettre comme autre écran après, c'est que j'envoie une notification pour prévenir qu'il y a le Black Friday, mais avant que ce dernier se termine, je lui fais un petit rappel avec une nouvelle notification. Et qu'est-ce qui va se passer après qu'est-ce qui se passe chez Intersport? C'est une fois que le Black Friday est terminé, parce que le client a utilisé son offre ou que tout simplement le temps fort est terminé, je vais rechanger la carte et je vais lui faire afficher les éléments propres aux ventes privées, par exemple. Et voilà, comme ça, j'enchaîne et je garde le canal relationnel avec mon client et je peux le suivre tout au long et lui faire valoir les offres les plus intéressantes directement sur son écran, loqué comme une notif, comme une application. Sauf que le client n'a jamais eu à télécharger une application, vous n'avez jamais eu à développer une application ou avoir des coûts d'acquisition sur ce sujet-là. La carte de fidélité, en l'occurrence, garde évidemment les infos fondamentales, le nom, le prénom, les points, etc. Mais le bandeau que vous voyez au milieu ou certaines parties du texte, évidemment, peuvent changer. On peut changer, hein, c'est le cœur de notre techno, changer tout le contenu de la carte, les images, le texte, pour pouvoir l'adapter au contenu que vous voulez véhiculer. Très intéressant, particulièrement en cette période, ce qu'on fait avec l'ISAC, hein, qui est dans le groupe Optique 2000, c'est la viralisation d'offres. C'est-à-dire que depuis un wallet, la capacité en fait à parrainer d'autres personnes et à leur faire partager l'offre qu'ils ont dans leur wallet
à leur faire partager cette offre via n'importe quel canal. Hein. On a créé tout un parcours qui permet donc à inciter un peu un parrain à aller partager son offre à plusieurs personnes pour qu'il puisse éventuellement, lui, profiter d'autres choses derrière. Mais il y a une mécanique sur le fond assez classique, assez standard, sauf que là, on l'a fait passer par un canal qui permet de viraliser l'offre assez simplement, assez facilement. Et encore une fois, à ne pas perdre de vue, ce qui est intéressant, c'est certes une fois que la carte est installée, le pass, hein, ou l'offre en l'occurrence, est installée dans le wallet, ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Et ce qui est intéressant avec le wallet, c'est la capacité à pouvoir relancer dessus, soit relancer sur cette offre en particulier, soit retargeter par la suite avec les offres qui ont de l'intérêt pour le client par la suite. Donc, cette viralisation, je suis depuis le wallet, je clique sur un lien, ça m'ouvre directement mes options de partage. Et par exemple, là, c'est un texto, je l'adresse aux personnes, je peux traquer un petit peu tous ces éléments, je peux voir qui, en fait, a téléchargé tel ou tel pass et voir donc si, entre guillemets, le parrain a bien fait son travail. J'ai pris l'exemple parrain filleul, hein, mais parce que c'est l'exemple en l'occurrence chez l'ISAC, mais on peut tout à fait imaginer qu'il n'y ait pas une mécanique par un filleul. Encore une fois, sur le fond, sur le métier, sur le contenu, c'est pas là notre valeur ajoutée. Ça, vous savez ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Nous, on vous apporte un canal auquel votre contenu va s'adapter. Et l'intérêt de ce canal étant qu'il est extrêmement performant, que ce soit en Drive to Store, en Drive to Web. Drive to Web, typiquement, Millésima, qui bon, vous connaissez tous, hein, qui est une marketplace de vin et qui utilise le wallet avec ses clients pour du coup dérouler les notifications et les prévenir des bonnes affaires du moment avec un lien cliquable directement sur le wallet et qui les redirige vers son site. C'est un peu toujours la même mécanique. Je fais ajouter le wallet, donc ça je vais revenir dessus. Je fais ajouter une carte dans le wallet, mais une fois que je suis dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre plateforme est comme un peu un routeur de mail. Hein. Le mail est une technologie publique, standard, mais c'est pas vous en tant que marque, chacun depuis son petit ordinateur qui va envoyer les emails à vos clients. Vous faites appel à une solution, vous faites appel à un prestataire qui va s'assurer que les mails ils sont au bon format, qui sont délivrés, qui touchent tout le monde, etc. La délivrabilité, enfin bref, toutes les stats autour du mail. Nous, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'on fait sur Wallet. On déroule vos scénarios au format wallet et on les met au format wallet. Et l'intérêt, encore une fois, hein, de ce format wallet, c'est qu'il est ultra performant pour votre marque. Très bon exemple et qui va parler à beaucoup d'entre vous, au-delà du nom de la marque, Sandro, hein, évidemment, qui est hyper connu. Mais Sandro, typiquement, est une marque qui n'a pas de programme de fidélité et qui n'a pas vraiment non plus de programme d'offres, qui fait pas beaucoup d'offres. Donc, évidemment, il coche les cases des offres importantes type Black Friday, comme on peut le voir là. Et donc là, on voit vraiment un parcours complet. C'est-à-dire que j'ai ma carte Black Friday, ma carte Sandro, qui se met aux couleurs du Black Friday. Je suis prévenu par une notification. Je suis relancé, comme on peut le voir, sur le deuxième écran par une notification pour inciter, pour pas m'oublier. Moi, n'oublie pas, Sandro, moi aussi, je fais du Black Friday et moi aussi, j'ai des offres intéressantes pour toi. Hein. C'est vraiment ça, hein, l'enjeu des semaines là, qui vont arriver. Ne m'oublie pas, je te fais des offres qui sont intéressantes. Et on voit après la mutation de la carte où là, Sandro a enchaîné derrière avec évidemment la période de Noël qui est super importante. Et donc, qui, eux, mettent sous cette forme-là de prolongation exceptionnelle avec la Christmas party. Et donc, la carte, hein, c'est à chaque fois la même carte que vous voyez qui se met à jour avec les informations de la marque. Encore une fois, nous ne créons pas le contenu. C'est la marque qui… Ce contenu, d'ailleurs, qu'elle va véhiculer sur les autres canaux, hein, les emails, sur son site, etc. C'est simplement qu'il est mis au format wallet, disponible sur Apple et sur Google, et qu'il est véhiculé via des push notifications à tous vos clients, avec donc une réactivité qui est extrêmement importante. On s'est rendu compte de quelque chose, notamment donc avec Jennifer, dont on peut voir l'exemple ici, et qui, je pense, est quelque chose qui est hyper important sur cette fin d'année. Hein. Vous savez tous, vos bases de données, il y a une immense partie qui sont soit des inactifs, soit des non segmentés. Et en fait, ces deux catégories ensemble, elles représentent parfois presque 50% d'une base de données. J'hésite un peu parce que nous, c'est ce qu'on voit en tout cas. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une moyenne de marché, donc je ne m'engage pas là-dessus, mais on voit que très souvent, la partie inactive, la partie non segmentée d'une base de données est la partie la plus importante de cette base de données. Et le wallet, en fait, il est très, très fort pour les réactiver, tous ces clients
qui ont du mal à s'engager avec la marque. Et c'est ce qu'on a vu avec Jennifer. On a 2,5 fois plus de taux de réaction, 4 fois plus de fréquence d'achat pour des gens qui étaient inactifs, qui ont commencé à redevenir actifs et qui, normalement, en temps normal, en redevenant actifs avec la marque, suivaient un trend X. Et on s'est rendu compte que quand ils se réactivaient avec le wallet, ils avaient ces stats supérieurs de 2,5 fois à 4 fois sur la fréquence d'achat et la réactivation. Donc, hyper important. C'est une grosse partie, encore une fois, de votre base de données à aller chercher et qui peut représenter un chiffre d'affaires, en fait, mis bout à bout, assez important, particulièrement cette fin d'année. Et puis, évidemment, hein, on le souligne là, encore une fois, avec Jennifer, qui l'a beaucoup souligné sur son site, mais on pourrait citer Cora, qui est un de nos clients, qui a lancé le wallet pendant le confinement, notamment avec tout cet argumentaire autour du sans contact, en disant, voilà, plus de carte en plastique, pas besoin de la montrer, de la faire toucher par la personne qui est en caisse. Vous l'avez directement sur le mobile, vous la scannez. On fait même des mécaniques avec Carrefour, purement de sans contact. On aurait pu d'ailleurs mettre une slide dessus, mais peut-être que certains d'entre vous ont vu la news. Mais par exemple, les cartes de fidélité ou les offres, etc., dans le wallet peuvent être au format NFC. C'est-à-dire que si je veux la faire valoir aujourd'hui, je prends un exemple concret, chez Carrefour, toutes les cartes dans le wallet de fidélité Carrefour qui sont éditées dans le wallet, toutes ces cartes de fidélité sont au format NFC. C'est-à-dire elles s'ajoutent dans le wallet, elles sont au format NFC. Et quand je passe en point de vente, quand je vais payer, si je veux faire valoir mon offre, ma carte de fidélité ou n'importe quoi, j'ai plus qu'à poser mon téléphone sur le TPE et ça incrémente une cagnotte, la décrémente, fait valoir un chèque, une offre. Voilà. Donc, le monde est en train de bouger d'accélérer beaucoup sur ces solutions-là. Et cette partie sans contact, sans parler de NFC forcément là, mais la partie sans contact, donc j'arrête d'échanger du papier, du plastique, etc. Je monte juste mon téléphone de façon simple. Elle est hyper importante et le wallet en fait bénéficie énormément de cette vague. On a beaucoup de clients qui commencent à arriver avec notamment ces problématiques-là. Donc ça coche en fait beaucoup de cases dans ces nouvelles problématiques. Voilà, ça c'est une partie de ce qu'on peut faire avec le wallet en termes de use case. Il y a énormément de choses qu'on peut développer. Comme vous l'avez compris, on peut faire des campagnes géolocalisées, donc des notifs géolocalisés, comme on peut le voir sur l'exemple à droite. On peut faire la segmentation. En général, la segmentation est plutôt faite sur l'outil CRM de la marque et elle nous est transmise. Et donc, du coup, nous, on envoie aux personnes auxquelles on a demandé d'envoyer. Hein. Donc, la segmentation peut se faire de l'autre côté, mais on peut faire aussi une segmentation propre au wallet. Ça, c'est possible. En général, il faut attendre quand même d'avoir un petit peu de volume. Il y a quelques marques qui commencent à le faire avec nous, qui commencent à avoir beaucoup de volume. On peut répondre aux différents lifecycle stage que vous avez et en fait adapter, personnaliser chaque carte. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque pass a un ID unique. Hein. Cet ID unique, en général, il est couplé peut-être avec un ID de la marque. Comme ça, on sait qui c'est. Et si on a envie d'envoyer une notification en particulier à quelqu'un, parfois il y a quelques marques chez nous qui le font en mode service après-vente, il y a eu un problème avec un produit, on peut directement communiquer via notification sur la carte wallet du client. La deuxième étape des cas d'usage que je veux vous montrer, c'est en fait en amont, il faut enrichir sa base de données avec des gens walletisés. Enrichir sa base de données, bon, c'est un mot un peu bateau. En fait, ce que je veux montrer là, qui est absolument essentiel hein, dans le parcours, c'est comment je fais accéder les gens au wallet. Okay. Et une des forces du wallet, c'est qu'il est accessible de partout. En fait, concrètement, nous, ce qu'on va faire, et ce qu'on fait, c'est que pour télécharger une carte, un pass dans un wallet, quel que soit son contenu, quel qu'il soit, c'est un lien qu'on va déposer sur vos points de contact. Donc, ça peut être un point de contact, c'est quoi? Ça peut être online, c'est ce que vous voyez sur la gauche de l'écran. Ça peut être un lien dans un SMS, un lien sur l'application, un lien dans un email, sur le site web, sur les réseaux sociaux, partout on peut mettre un lien. C'est aussi simple que ça. Et le but du jeu, en fait, c'est que ce lien, on le cache derrière, évidemment, un joli call to action, un joli bouton. Et nous, nos boutons, en général, vous allez le voir, c'est sauvegarde ta carte sur ton mobile. On parle pas trop de wallet, bien que le mot commence à être de plus en plus véhiculé, mais on appuie surtout sur le service, qui est de dire, voilà, on prend ce service, sauvegarde ta carte sur ton mobile. Ça va. Le message, c'est en gros
ce bout de plastique, ce bout de papier, cette promo dont tu as besoin et que tu n'as jamais, en fait, au moment où tu en as besoin, bah là, tu vas l'avoir sur ton téléphone de façon hyper simple. Donc, on rend service aux clients. Et donc, c'est ce bouton qu'on installe sur vos différents points de contact. Donc, c'est un lien imposé. C'est quand même enfin, pas grand-chose à faire. Et après, il y a une partie offline, évidemment. Hein, beaucoup de retailers, même si avec le confinement, ça a un peu bougé et que les parts de marché sur la partie e-commerce ont augmenté, on se retrouve quand même avec 80% du business qui est toujours fait en point de vente. Ça a peut-être un peu évolué, mais ça n'a pas non plus fondamentalement changé. Bon, ça, c'est un autre débat. On voit les débats, le brick and mortar est mort, je sais pas quoi, etc. Bon, nous, on pense pas. Bon, c'est un autre débat, on pourra en parler par la suite. En fait, la vérité, c'est que c'est comme toujours, hein, c'est un peu gris, quoi. Ça va être à la croisée des chemins, ça va être, il y aura des deux et il faut savoir faire les deux. N'empêche qu'il y a beaucoup de trafic en point de vente et que du coup, le recrutement en point de vente, il est absolument essentiel. Encore une fois, c'est un lien. Donc, je peux le mettre sur ma fenêtre de Wi-Fi si je propose du Wi-Fi. Je peux le mettre derrière un QR code. Je peux le mettre derrière une puce NFC. Hein, je pose mon téléphone sur la puce NFC, ça me génère la carte dans le mobile. Alors, on commence à développer pas mal ces mécaniques et ça marche vachement bien parce que bah, vous avez quand même du trafic dans vos points de vente. Les personnes qui sont dans votre point de vente, elles sont quand même déjà un peu, pas forcément acquises à la marque, mais elles sont là et donc il y a l'intérêt à vous de le susciter et à vous, depuis le point de vente, d'essayer de prolonger en fait votre interaction avec le client en étant dans son mobile. Et c'est ça que permet le wallet. On va commencer par ce que fait Decathlon, qui est vraiment qui est hyper intéressant. Ça fait 6 mois qu'on travaille avec eux, peut-être même un peu moins. Et eux, ils ont fait vraiment la bonne politique. Ils ont compris hein, dès le début. Ils ont fait, en fait, ils ont mis un bouton ajoute ta carte à ton mobile en 2 clics partout. Et ils sont pas posé de questions. Enfin, si, mais je veux dire, ils sont posés les bonnes questions. Et ils l'ont mis partout. Donc, ils l'ont mis, par exemple, c'est nos premiers clients qui l'ont mis dans le mail de mot de passe oublié. En fait, le mail de mot de passe oublié, c'est un mail qui part tous les jours dans des proportions absolument hallucinantes. Il faut quand même avoir conscience que la plupart des retailers aujourd'hui, ils ont une interaction avec leurs clients qui est entre, allez, 1 et max, vraiment max, 5 fois par an, hein, pour la plupart de leurs clients. Donc, moi, me souvenir du mot de passe et du login d'une marque avec lesquelles j'ai une interaction 2-3 fois par an, évidemment, enfin, on le sait tous, on s'en souvient jamais. Donc ce mail, il part beaucoup, et donc dans ce mail, ils ont mis, plus simple, ajoute ta carte à ton mobile, comme ça, il y a toujours la carte sur le mobile, et en faisant ça, Decathlon s'achète un canal sur lequel il peut dérouler ses notifications, etc. Ils ont mis sur d'autres mails transactionnels comme le mail post-achat, et puis ils ont fait des mails dédiés qui ont super bien marché. Un mail dédié, c'est vraiment un mail qui est dédié vraiment au wallet et qui dit, bah voilà, nouveau, maintenant ta carte de fidélité, au lieu de l'avoir en plastique, tu peux l'avoir sur ton mobile en 2 clics. Et tout ça combiné, en à peine 4-5 mois, ils ont plusieurs centaines de milliers d'actifs sur mobile. Il y a plusieurs marques hein, qui viennent, avec qui on fait des bilans et qui souvent, au bout simplement, parfois de quelques semaines, on a eu l'exemple très récemment avec un grand distributeur français, mais au bout de quelques mois, viennent nous voir en disant j'ai engagé sur le wallet en 5 mois 3 à 5 fois plus que ce que j'ai fait avec mon app depuis 7 ou 8 ans. Donc, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que le wallet va vous permettre, et enfin, permet aux marques avec lesquelles on travaille, d'aller chercher un volume qui est totalement décuplé par rapport aux autres canaux sur mobile. Le mobile étant l'écran le plus regardé, comme vous le savez tous et comme on l'a vu tout à l'heure. Très intéressant aussi, exemple de Lacoste, que nous lançons, qu'on vient de lancer au Royaume-Uni, bon, en France évidemment depuis un petit bout de temps. Là, on vient de lancer au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans d'autres pays, ça marche bien. Et là, ils l'ont mis dans l'espace personnalisé. Nous, on avait peur en fait de cet effet, justement, de ce que je mentionnais juste avant. En fait, pour accéder à l'espace personnalisé, il faut se souvenir du mot de passe et du code. Je pense que vous avez beaucoup de churn dessus, qu'il n'y a pas beaucoup de trafic. Mais en fait, voilà, petite popine ou pop-up, hein, il y a un débat sur est-ce qu'on dit popine ou pop-up sur les sites web, et ça télécharge plusieurs centaines de cartes par semaine. Donc, in fine, hein, ça fait du volume qui rentre, avec des bases de données qui commencent à se constituer, qui sont extrêmement importantes. J'ai pas signalé une stat qui est pourtant absolument essentielle sur le wallet. C'est qu'il y a un taux de rétention qui est très fort. C'est-à-dire le nombre de gens qui, une fois qu'ils ou elles ont ajouté la carte dans le wallet, plus de 90% des personnes la conservent. Alors, au début, on se disait c'est parce que personne connaît le wallet.
C'est peut-être une partie de la réponse. Mais quand même, quand on commence à envoyer des notifications de façon assez régulière, il y a des clients qu'on a depuis 4 ans. Quand on a marre de recevoir une notif, on sait comment la déliter, hein, la supprimer, pardon. Donc, ce taux de rétention, il est hyper fort. On travaille beaucoup et il n'y a pas d'autre canal qui permettent d'avoir un taux de rétention. Donc, quand on a des gens plusieurs centaines de personnes qui s'ajoutent tous les jours, toutes les semaines, une marque standard, hein, je veux dire un client grand compte, on est autour de 6 à 8 000 cartes walletisées par semaine. Et quand il y a 90% de rétention, en fait, c'est une base qui augmente assez vite. Et là, on voit très bien avec Lacoste et qui va commencer à accélérer et qui va commencer là à nous mettre dans les mails transactionnels, à faire des mails ID, etc. Donc, à passer vraiment à un autre niveau sur le volume. Le recrutement en point de vente, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Typiquement, ce que fait Jennifer hyper bien. Ils ont mis des QR codes à la caisse. Ils ont mis donc dans la file d'attente, etc. Ils ont mis des QR codes dans les cabines d'essayage. Ils ont été super créatifs là-dessus. Je pourrais citer aussi l'exemple de Lyon de Bruxelles. On a eu la stat là il y a pas longtemps, mais 38% des coupons qui sont dématérialisés dans le wallet sont créés depuis le point de vente. Et on commence à faire des beaux volumes avec Lyon de Bruxelles. Hein. C'est aussi on est sur plusieurs centaines de milliers de cartes dans le wallet. Donc on commence à parler de chiffres qui sont importants, qui sont lourds et qui ont un impact très très fort sur le chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que sur les mécaniques de Black Friday, où il y a donc beaucoup de trafic, beaucoup d'audience, l'enjeu, que ce soit en magasin ou que ce soit sur les contacts online que je vous ai montré, l'enjeu, c'est de créer du volume en fait. Il faut le message qu'on veut dire sur cette deuxième partie, c'est que avant le Black Friday, il faut créer du volume sur Wallet pour qu'il soit réactif pour le Black Friday. Et donc ça veut dire que ces points de contact, il faut les créer, il faut les animer dès maintenant. Il faut commencer à mettre dans vos mails ou sur votre site ou dans vos SMS des liens qui permettent de sauvegarder le pass de votre marque. Hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément la carte. Si vous n'avez pas de programme de fidélité ou si vous n'avez pas de programme relationnel, c'est pas une carte de fidélité ou une carte relationnelle. Ça peut être simplement un peu l'ID card de la marque dans le mobile de votre client qui va lui permettre d'être au courant des offres. Enfin, il y a une façon de marketer la chose de façon très simple, très légère et qui vous permet d'avoir une présence dans le mobile de vos clients et de pouvoir l'activer pour toutes les occasions qui vont arriver. Sur la partie acquisition, plus, là, j'ai pas mal parlé quand c'est en point de vente, c'est de l'acquisition. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas dans la base de données, si c'est dans les emails de personnes que vous envoyez à votre base, là, on est plus sur une façon de faire de la rétention, en fait, finalement, sur un autre canal de vos clients. Là, avec le point de vente et avec l'exemple de Clarins sur les réseaux sociaux, on voit vraiment la capacité du wallet à aller chercher des nouveaux clients. Ça, c'est super intéressant. On est en train de le déployer de plus en plus chez nos clients. C'est-à-dire que au lieu de mettre une landing page derrière vos pubs Facebook ou Instagram, landing page qui est immédiatement zappée chez la plupart des personnes qui vont cliquer sur votre offre, parce que voilà, sur les réseaux sociaux, on stack, hein, on va vite, et l'achat impulsif, il est compliqué. Et ben là, l'idée, c'est au lieu de servir une landing page classique, c'est de servir un pass au format wallet et dire, ok, tu as envie de profiter de cette offre, sauvegarde-la. C'est un peu clip-là quelque part et comme ça, tu pourras t'en servir plus tard. Et c'est un vrai service pour le client. C'est quand même 41% de taux d'installation derrière le clic sur une pub, donc c'est pas neutre, hein, c'est beaucoup de volume. Et après, une même mécanique, une fois que la personne a ajouté dans le wallet, vous y êtes pour toujours, hein, potentiellement, ad vitam. Vous avez une présence dans le mobile que vous pouvez animer avec des notifications du changement de contenu. Et donc, sur cette offre de Black Friday de Clarins, au lieu d'avoir simplement et de racheter du média pour rappeler qu'il y a le Black Friday sur cette personne-là sur Facebook ou sur Instagram, là, vous avez la capacité de le relancer directement sur son écran, loqué avec une notif et de l'inciter à profiter de votre offre. Donc, c'est infiniment plus puissant que les autres formats publicitaires que vous pouvez avoir jusque-là. Et puis, dernier exemple, un peu plus rare, mais qu'on utilise beaucoup pour des carrefours d'audience, comme des foncières. On travaille beaucoup avec des foncières comme Mercialis, comme Carmila, comme Unibail. On travaille pour des aéroports et qui sont des carrefours d'audience physiques et sur lesquels c'est important de capter le trafic pour essayer de le ramener ensuite dans les points de vente qui existent là. Et donc, ces derniers exemples que je vais vous montrer qui est intéressant, c'est voilà, sur cette mire Wi-Fi
on peut tout à fait générer du trafic et inciter la personne, pareil, on met un lien, inciter la personne à profiter davantage ou de je ne sais quoi dans la galerie où on est ou dans le carrefour d'audience où on est. Et pareil, mécanique, j'ajoute au wallet et du coup après je peux relancer avec les mêmes mécaniques de notification et de mise à jour de contenu. Donc voilà un peu les exemples qu'on voulait vous montrer. Si je schématise, hein, on a vraiment besoin en cette fin d'année de générer du trafic online ou offline. Et c'est hyper important de pouvoir s'adresser avec les bons canaux. Et le canal qui marche bien aujourd'hui, basé à la fois sur l'expérience et qui commence à devenir vraiment, ça y est, d'accéder vraiment au marché, c'est les wallets avec des stats qui sont vraiment hyper impressionnantes sur la récurrence d'achat et le panier moyen, comme je vous ai montré au début. Je vais commencer à répondre aux questions. Alors, il y a des votes sur les questions et donc je vais pouvoir les reprendre. La première question, elle est intéressante. Est-ce que vous avez le taux de clic sur les push dans le wallet? Non, on n'a pas accès au taux d'ouverture. C'est un peu la même chose, des notifications. Il faut bien comprendre que c'est une techno qui appartient à Apple et à Google. Hein. C'est pas notre application. Nous, on est une plateforme qui donne accès à ces applications et qui donne accès en fait à toutes les features de ces applications et nous à nos features qu'on a mis par-dessus et qui permettent donc de faire toutes ces mécaniques que vous venez de voir de recrutement en point de vente, de notification, de segmentation, etc., etc. On n'a pas la capacité donc de voir, on a la capacité de voir certaines KPI, mais pas toutes. Et donc du coup, ce qu'on peut voir, c'est si la personne a effectivement cliqué sur un bouton ACTA qui dit je veux ajouter ma carte en mobile, est-ce qu'elle a effectivement appuyé sur ajouter en haut à droite, et donc là, en fait, ça génère un opt-in. Cet opt-in, soit on garde chez nous et on vous renvoie régulièrement en disant bah voilà, telle ou telle personne qui est opt-inée, ou alors ça repart directement dans votre CRM. De la même manière, vous avez un opt-in sur un canal web ou un canal email ou un canal SMS. Maintenant, vous avez un opt-in sur le canal wallet qui vous permet d'activer à volonté de faire vos segments. Et on a accès à si la personne s'opt-out du wallet. Mais nous n'avons pas accès au clic sur le push. Dernière chose à laquelle on a accès, évidemment, c'est tous les liens qui sont dans le wallet et qui peuvent être évidemment tagués. Et donc, on peut voir quelle est leur direction de trafic depuis directement le wallet. Alors, j'ai une question assez large qui a reçu quelques votes. Quel est le futur des e-wallets dans la relation client? En fait, nous, l'évolution qu'on voit, en fait, il y a une pattern très nette qui est celle sur laquelle on a démarré notre boîte il y a quand même 7 ans et qui est toujours la même aujourd'hui. Cette pattern, c'est celle que je mentionnais un peu au début, qui est cette croissance exponentielle du trafic sur mobile. Donc vraiment, le mobile comme étant l'écran principal, mais la difficulté des marques à engager sur le mobile. Ça, c'est une pattern qui existe toujours et qui est assez nette. Et le wallet dans ce contexte-là, il est là, comme je pense que vous l'avez compris, pour apporter un nouveau canal qui engage plus simplement, plus directement les clients, qui correspond bien visiblement aux usages, vu les taux de rétention et d'utilisation qu'on a. Ce dont on se rend compte, c'est que du coup, autant il a pu être sélectionné par les marques comme étant un canal important. Je prends l'exemple de Camailleux, par exemple. Camailleux vient d'être pris par une direction qui n'est pas celle qui nous avait choisi assez récemment. D'ailleurs, on se disait, bon, je pense que Camailleux, vu la situation et vu la nouvelle direction, on va pas continuer avec eux. Finalement, la nouvelle direction nous a conservé. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec tous nos clients qu'on avait avant le confinement. Ils nous ont tous conservés parce qu'ils nous considèrent comme étant un canal à part entière aujourd'hui, sur lesquels ils peuvent véhiculer des messages qui sont importants. Et c'est là où je veux en venir. C'est que les messages qui sont véhiculés ne sont plus que uniquement promotionnels ou liés à un programme relationnel.
il y a pas mal de messages maintenant véhiculés par la wallet qui sont vraiment purement relationnels au sens service du terme et qui vont donc sur des cas pratiques de ton colis est prêt, on est ouvert dimanche, n'oublie pas que tes points sont valables jusqu'à demain. Là, on est à la limite entre le professionnel et le relationnel. Mais on observe une tendance parce que on a un peu peut-être incité nos clients, mais aussi de façon assez naturelle, à ce qu'ils en fassent un canal relationnel direct avec le client, comme si le client avait un peu sa carte d'identité de la marque dans son wallet et que la marque avait du coup la possibilité de communiquer de façon assez directe. C'est hyper important de ne pas considérer le wallet, c'est pas du tout comme un email ou un SMS, hein. C'est vraiment un canal un peu plus premium. Nous, on se rémunère soit au volume, soit à la campagne, ça dépend des clients. Et donc, on pourrait tout à fait inciter les clients à dire, bah, allez-y, faites plein de campagnes. Mais non, en fait, pour nous, le max, c'est vraiment 4 campagnes par mois, hein. Quand j'appelle 4 campagnes, c'est, disons, une offre avec 2 notifs, quoi. Et ça, c'est vraiment max, max, max. Mais c'est sûrement pas comme si on faisait 4 emails, comme plein de marques qui font 4 emails par semaine avec leurs clients. Donc, ça, il faut choisir ce qu'on veut mettre sur Wallet. Et, euh, et ça peut être de la promo, mais ça peut être aussi purement de l'informationnel ou du relationnel avec son client. Quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de la mise en place des e-wallets en termes de SI? Bah, c'est pas mal comme question. Ça me permet de redire un petit peu l'approche qu'on veut privilégier là pour cette fin d'année. En fait, le wallet, on peut le faire de plusieurs. Une marque peut l'intégrer de plusieurs façons, mais je vais schématiser. Il y a 2 façons. En fait, il y a une première façon qui est une façon un peu qui est la façon cible, en fait, et qui est que vraiment le wallet est une extension de la marque. C'est ça, hein, la façon dont est envisagé le wallet par Captain Wallet. C'est une extension de la marque. C'est un nouveau canal, et donc ce canal, il est plugué aux outils de la marque, à son CRM ou après ça dépend des marques. Il y a des marques chez qui c'est pertinent que ce soit sur l'outil CRM ou sur l'outil d'automation ou sur le moteur de feed ou sur un truc au milieu de tout ça. Bon, on s'adapte en fonction à chaque fois. Mais c'est pour ça qu'on a construit des connecteurs avec beaucoup souvent d'opérateurs d'automation ou de CRM comme Salesforce, Selligent, Adobe, Actito. Voilà, c'est des partenaires hyper importants pour nous parce que très souvent, on va plugger le CRM chez eux parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte l'opt-in dans leur base de données, dans ces CRM-là, pour que le client, la marque, ait une visibilité de qui est opt-in wallet, et après qu'il puisse faire ses segments et du coup redescendre ses communications sur wallet. Donc il y a cette partie-là qui, en soi, franchement, voilà, c'est pas un gros projet technique. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté CRM, de difficulté ici. La vraie difficulté chez certaines marques, c'est de dire, bah en fait, j'ai pas web service, j'ai pas d'API. Voilà, certaines marques qui sont comme ça. Bon, c'est pas grave, on fait des échanges de fichiers. Il y a des marques pour qui ça aussi c'est compliqué pour X raisons, voilà. Donc fondamentalement, c'est pas très compliqué pour être connecté et se parler et du coup mettre à jour la façon dont il faut le wallet. Mais bon, voilà, il y a des marques pour qui ça représente un challenge parce qu'elles ont d'autres projets à côté, parce qu'elles sont sous-staffées, parce qu'on connaît tous ça. Et évidemment, en tant que voilà solution SaaS, comme toutes les autres solutions SaaS, on est toujours confronté à ça. Et voilà, c'est la vie. C'est pour ça qu'on est là aussi pour essayer de faciliter la chose. Donc du coup, la deuxième approche, et c'est celle qu'on propose là pour cette fin d'année, et pour pas qu'on rencontre ces problèmes un peu de setup, hein, c'est ce qu'on propose, c'est de faire une approche beaucoup plus simple. C'est pas d'aller se connecter du tout avec le SI. C'est de simplement déposer ce fameux lien dont je parle sur vos emails, sur l'espace connecté, sur voilà, bon, c'est un lien à déposer. Donc même ça, chez certaines marques, ça peut poser des problèmes. C'est-à-dire même avoir accès à rajouter un bouton dans un email, chez certaines marques, ça peut poser un problème. Ça peut représenter un projet un peu lourd, alors que c'est quand même assez léger. Ce lien, en fait, on le crée pour vous. On y met éventuellement une ou deux variables de personnalisation pour que chaque carte puisse avoir vraiment sa personnalisation, mais c'est tout. Et l'idée, c'est de poser ce lien. Les gens téléchargent les passes dans les wallets. Et une fois que c'est téléchargé, c'est sur notre plateforme et c'est nous qui menons les campagnes pour vous, un peu comme une agence. Donc pour Black Friday, si je suis Intersport, ben, ça va être ça, ça, ça.
moi, je prends le brief comme si j'étais une agence et je prends exactement le même brief que l'agence va prendre pour l'email et puis pour le site. Rien de différent. Et c'est moi, en tant que captain wallet et les équipes qu'on a chez nous, qui mettent au format wallet, qui shootent les notifications, etc. Donc là, il y a zéro impact ici. Il y a quasiment zéro impact métier. Et ça permet de pouvoir avoir accès en fait au wallet de façon simple. Et si ça marche bien, et si la marque est contente, etc., ce qui en général est le cas, et ben là, on va faire ces développements un peu plus importants qui allaient, bon, ok, ben maintenant, en fait, les infos du wallet, on va les remonter chez nous dans le SI. Mais c'est l'histoire de quelques workflows relativement simples, mais qui, encore une fois, peuvent prendre de l'ampleur chez certaines marques. Donc, c'est une question intéressante. J'ai pris un peu de temps dessus. Je suis désolé, même si c'est un petit peu, c'est pas en technique, mais ça y touche un peu. Parce qu'en fait, hein, c'est un peu le cœur à chaque fois des discussions qu'on peut avoir avec les marques. Beaucoup nous disent, ouais, c'est top, mais bon, je suis sous l'eau, trop de roadmap, etc., etc. Donc là, voilà, on propose une approche qui permet de l'utiliser sans cet impact-là et donc du coup de pouvoir le faire hyper simplement et d'avoir un impact sur le business là cette année. Nous, on essaie d'être vraiment hyper pragmatique, quoi, commerçant. Avez-vous observé une utilisation accrue du wallet ces dernières semaines grâce au sans contact? Alors, nous, on monitore pas la partie paiement. C'est un truc qui est vraiment côté Apple et Google qui ont un deal avec les banques, avec Mastercard, Visa, tous les TPE, donc Ingenico, Verifone, Adyen, etc. Nous, c'est un générateur de trafic en fait fondamentalement, mais on n'est pas vraiment cette partie-là et on voit pas en fait vraiment le trafic. En revanche, comme on travaille toutes les semaines avec Google et Apple, beaucoup avec les deux parce qu'on a beaucoup d'actualités, ils font beaucoup évoluer leurs produits chacun de leur côté. Donc nous, notre plateforme, elle doit beaucoup évoluer aussi. Hein. C'est vraiment notre job principal, hein, c'est de faire évoluer la plateforme en fonction des nouvelles features sur Wallet et c'est des choses qui bougent beaucoup. Donc tous nos devs chez nous, ils travaillent là-dessus en permanence. Ce que eux nous disent, c'est qu'ils voient une évolution assez drastique et très très nette avec donc tous les derniers développements qu'il y a eu. Et nous d'ailleurs, nous on voit avec déjà tous nos clients. Évidemment, on s'est tous posé, on s'est posé la question comme tout le monde. Bon, avec le confinement, avec le lockdown, les magasins qui ferment, etc. On va sûrement se faire sortir de chez certains clients. C'est pas le cas. Comme je disais tout à l'heure, ils nous considèrent comme un canal maintenant à part entière et qui est hyper important, très réactif. Donc, ils nous ont conservé. Ça, c'est top. Ça confirme l'importance de ce canal. Mais on a des demandes, on a vraiment pas mal de demandes sur un peu ce nouveau contexte de sans contact, de questions autour de comment en fait le wallet peut permettre de répondre à ces enjeux. De sans contact, hein, je parle pas forcément le paiement NFC sans contact, mais sans contact, c'est je monte juste mon téléphone, j'arrête d'avoir une carte en plastique, enfin vraiment, j'arrête avec ces pratiques. J'ai tout dans mon téléphone de façon simple, je les retrouve. Et le wallet, il fait ça de façon très simple. Donc oui, on voit ça, et particulièrement dans les restaurants. On a tous vu un restaurant maintenant on flash un QR code pour avoir le menu. Donc ça rentre vraiment beaucoup dans les mœurs ce flashing de QR code. On peut très bien imaginer pour une offre ou une carte de file d'un restaurant. Et on le voit avec on travaille pour des comptes comme McDo, Léon de Bruxelles, KFC, les valeurs de papa, etc. On voit des mécanismes, enfin très clairement une évolution de ce côté-là. Comment faites-vous pour intégrer les nouveaux clients générés par le parrainage via le wallet à la base de données? En fait, dans le parcours de parrainage que vous avez vu chez l'ISAC, il y a, et qui est peut-être pas détaillé dans la slide, je ne me souviens plus exactement des slides, mais il y a en fait une mire un peu un formulaire où on demande en fait quelques informations à la personne qui va être parrainée au filleul pour personnaliser le pass, savoir qui c'est. Et cette donnée, en fait, on la remonte à notre client. Et c'est comme ça qu'elle a l'information. Le wallet est-il complémentaire d'une application ou les deux doivent vraiment se dissocier? Alors ça, c'est le débat numéro 1, enfin, qui ne devrait plus être un débat en 2020. Enfin, allons, réveillons-nous. On a eu ce débat, on a créé notre boîte en 2013, on a eu ce débat jusqu'en 2017 où tout le monde investissait à mort sur une application. Et si j'étais au COMEX et que j'avais pas une application, j'étais un tocard. Le mot est lâché. Ce qu'on peut comprendre, il y a eu beaucoup d'invests dessus, donc c'était normal de vouloir aller jusqu'au bout de l'investissement et de voir qu'est-ce qui se passait. Nous, quand même, ce qu'on regarde, ce qu'on voit sur le marché, c'est que depuis 2018, tout le monde s'est un peu pris le mur de l'application. Et il y a plein de marques
Je vais citer les distributeurs de manière générale qui font partie des applications les plus téléchargées parce que c'est elles qui ont le plus de fréquence, hein, une fois toutes les semaines. Donc forcément, l'application a beaucoup d'intérêt pour tout le monde. Eh bien, même eux, voilà, ils ont un taux d'engagement sur la base de données qui est pas du tout majoritaire, hein, pas du tout. Donc, ils ont besoin d'autres canaux. Et donc, on travaille pour plein de distributeurs qui vont chercher sur le mobile une audience complémentaire. Donc, il y a ceux qui sont sur l'application et qui sont très actifs avec la marque. Et puis, il y a ceux qui ont le wallet, qui sont peut-être des clients qui n'ont pas envie d'avoir une application parce que ça prend la place, parce qu'il y a des centaines de raisons pour pas avoir d'application. Pas des centaines, mais des dizaines au moins. Et puis, il y a tous les clients qui sont beaucoup moins récurrents, mais qui font partie quand même de vos clients et à qui il faut pouvoir parler sur mobile. Et c'est là où le wallet est intéressant. Donc, la complémentarité appli, wallet, oui, évidemment, je martèle ce message depuis 7 ans. On voit, on a un overlap qui est très léger entre ceux qui ont et le wallet et l'application. Enfin, il y a voilà, plein de façons d'envisager ce sujet. Mais en tout cas, il y a une seule façon de le réfléchir, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur à la cannibalisation entre les apps et le wallet ou d'autres canaux. C'est absurde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais prendre une dernière question. Il est midi déjà. Je suis trop bavard. J'espère que je n'ai pas trop soporifique surtout. Pensez-vous qu'à terme, le mobile est amené à prendre le lead sur desktop concernant le e-commerce? Alors, c'est pas donc je vois bien la question à terme. Hein, faites bien de le préciser parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Notamment, on voit beaucoup de friction sur beaucoup d'étapes, notamment le paiement. Et d'ailleurs, alors nous, on travaille pas du tout sur la partie vraiment, comment dire, web, hein, de Apple Pay, de Google Pay. Néanmoins, c'est des mécaniques, c'est assez incroyable pour l'avoir testé plusieurs fois. Le paiement, ce moment de friction qui est hyper important, est vraiment résolu par ces fonctionnalités-là. C'est pas encore trop. Apple Pay est assez bien répandu. Moins Google Pay, parce qu'ils sont un peu plus lents, ça va venir. Mais je pense que ça fait partie des éléments de réponse à un trafic plus important sur mobile et la capacité du mobile à prendre le pas sur le desktop, comme vous le dites dans votre question. Après, je pense qu'il y aura toujours un équilibre. Et après, ça dépend beaucoup des marchés. Par exemple, la Chine, qui est un marché vraiment à part entière, donc on peut pas se comparer à eux. Mais c'est assez intéressant de voir qu'eux, ils n'ont pas eu l'étape du desktop. Ils sont directement passés au mobile pour tout. Et voilà, donc on n'évolue pas forcément de la même façon, mais il y a vraiment beaucoup de progrès à faire sur mobile. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits déjà aujourd'hui, donc peut-être à terme. Bonjour, un case study sur le secteur de l'automobile. Ouais, carrément, on en a plusieurs. On travaille avec Renault. Vous nous demandez d'ailleurs particulièrement sur Renault, avec Hyundai et avec Seat, et probablement avec d'autres dans pas longtemps. Mais n'hésitez pas à nous contacter en DM pour pouvoir avoir accès à ces use cases. Et je vois une question sur est-ce que c'est déployé en langue arabe? Oui, c'est la magie du natif. C'est que on peut, et d'Apple et Google, c'est que ça marche dans le monde entier. Donc voilà. On travaille dans 180 pays aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème. Bon, voilà, j'ai dépassé. Merci encore une fois à tous et à toutes d'avoir été présents pour ce webinaire de rentrée. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Mais bon, vous recevrez des communications à ce sujet. On fait un webinaire en partenariat avec Actito. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, j'espère à très bientôt. Et on répondra à toutes les autres questions, évidemment, auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée.